Cette notion d'engagement qui est à l'intention du couple. Pourquoi tu veux être avec moi? Quelle est ton intention? Est-ce que c'est t'engager pour construire ou l'intention c'est juste pour jouer ou alors tu as besoin d'argent ou alors tu as besoin d'être calmé? Jusqu'où est l'intention du partenaire si vraiment il a décidé de construire et de s'engager ou pas? Bonjour Philippe, on se retrouve pour ce thème qui est d'une haute importance aujourd'hui dans nos sociétés modernes, qui est la question du couple, qui d'ailleurs va intéresser vraiment beaucoup de monde. Ma première question sur ce sujet serait que tu définisses dans une certaine mesure qu'est-ce que le couple, d'une manière plutôt globale, et que par la suite tu puisses un peu spécifier les différences qui existent entre le couple moderne et le couple traditionnel. Mais écoute, c'est formidable que ce soit ici, avec la rivière qui coule, un endroit romantique comme ça. C'est un peu ça aussi, le couple a finalement peut-être besoin d'un peu de romance, d'endroits féeriques, d'une atmosphère. C'est peut-être aussi ça le couple. Bon, en réalité, le couple, ce qu'il y a de merveilleux, c'est que ça commence en nous. C'est-à-dire que chaque être a en lui la part du féminin sacré et du masculin sacré. Les hommes ont une part du féminin qui est une forme de sensibilité et une part masculine, et les femmes ont une part féminine et masculine. Dans l'état normal, l'homme à l'extérieur est masculin et à l'intérieur il peut avoir une sensibilité féminine. Et une femme reste normalement féminine à l'extérieur et ça n'empêche pas de faire grandir en elle la part du masculin et finalement d'arriver à une sorte d'équilibre. Et ça, dans la tradition par exemple de l'Inde, c'est ce qu'on appelle dans le yoga les deux nadis, Ida et Pingala. C'est-à-dire qu'il y a deux nadis, Yin et Yang, on retrouve dans la tradition chinoise, qui se croisent et qui s'unifient ici. On dit que le mariage, au fond, il commence là. Alors ici, il y a deux pétales. Donc, ces deux énergies qui sont en nous, elles se sont entrecroisées à chaque chakra et elles arrivent ici, au sixième centre, et là a lieu en quelque sorte le mariage, la fusion du côté yin et du côté yang, qu'on retrouve d'ailleurs, on va dire dans la tradition plus classique, entre les deux cerveaux, cerveau droit, cerveau gauche. Cerveau droit étant l'intuition, cerveau gauche étant l'analyse. Donc on retrouve un peu cet équilibre aussi entre, au fond, souffle et structure. La parole elle-même, c'est le souffle et la structuration du souffle de la langue dans le palais. Donc il y a un équilibre, souffle et structure. Et le couple, il retrouve, au fond, naturellement, dans l'extériorité des choses, quelque chose qui existe en nous, dans le prototype de l'être humain, il y a déjà. Alors en Chine, je me rappelle, il disait, voilà ce qui est yin, voilà ce qui est yang. Donc le féminin interne, masculin, externe. Alors on retrouve ça, du coup, il y a la transposition, la femme à la maison, l'homme dehors, etc. Mais en fait, quand ils vous disent voilà le féminin, voilà le masculin, ou voilà le yin, voilà le yang, essayez donc de les séparer. C'est quand même extraordinaire. Il n'y a même pas, on va dire, de suprématie de l'un à l'autre. Le yin, le yang. Donc ce qui est interne ou ce qui est externe. Voilà, la tradition chinoise, c'est très simple. Ils vont même encore plus loin. C'est alors extraordinaire. Ce qui est yin doit devenir yang, et ce qui est yang doit devenir yin. On dit, mais comment ça? Ils donnent l'exemple de la vie. Par exemple, un petit yin naissant, c'est l'automne. Et ce yin va mûrir. Il devient l'hiver. C'est un yin très mûr. Mais il est tellement mûr cet hiver qu'il va devenir un yang naissant qui est le printemps. C'est un petit yang le printemps. Et ce yang naissant du printemps va grandir, il va mûrir, il va devenir l'été. Mais l'été sera un yang tellement mûr qu'il va redevenir l'automne et ainsi de suite. Donc c'est un cycle, le yin et le yang. Déjà ça, c'est quand même intéressant à prendre conscience qu'il n'y a pas cette sorte de séparation que les gens voudraient installer entre l'homme et la femme, même si effectivement il y a d'énormes différences qui sont venues avec le temps. Et voilà, c'est tout le problème. C'est pour ça qu'il y a ces fameux livres comme Les hommes viennent de Mars, les femmes de Vénus, et que très souvent ils ne se comprennent pas. Mais quand ils ne se comprennent pas, c'est tout le problème du fait que la personne n'a pas réalisé en lui son féminin et la femme n'a pas réalisé son masculin, mais interne. C'est-à-dire qu'il s'agit d'intégrer. Parce que l'homme qui réalise
on va dire, la connaissance du féminin en lui, sa forme de sensibilité, la femme en lui. Celui qui l'a réalisé, qui l'accepte, il accepte les femmes à l'extérieur facilement. Le macho, trop macho, c'est celui qui a peur de la femme en lui. Mais celui qui n'est pas macho, il aime la femme en lui et il la comprend à l'extérieur. Même chose pour les femmes. Si elles n'ont pas peur de l'homme qui est en elles, cette forme d'autorité en elles et de structuration, elles acceptent de l'homme la même chose. Donc toute la question du couple commence par une réalisation personnelle en nous d'équilibre. C'est finalement un équilibre entre le féminin et le masculin, mais parfaitement harmonisé, c'est-à-dire que pour l'homme, le féminin doit rester à l'intérieur et le masculin à l'extérieur. Et pour la femme, et bien sûr, on attend que ce soit le féminin à l'extérieur, et s'il y a le masculin à l'extérieur. Il ne faut pas que ce soit un mélange, comme il en arrive trop, où là ça s'embrouille. Quand les psychismes sont trop développés de partout, on arrive à un mélange des genres. Donc là, en fait, tu prônes, en tout cas, une définition qui s'inscrit dans la tradition primordiale, c'est-à-dire dans toutes les traditions spirituelles, et essentiellement les traditions religieuses, qui fondamentalement prônent dans une certaine mesure la différenciation sexuelle, mais dans la complémentarité. Voilà, c'est en fait les lois de l'univers, encore une fois, comme on l'avait dit la dernière fois, la tradition primordiale, qui est à l'origine de toutes les religions, de toutes les traditions, elle réfère à l'ordre cosmique. Par exemple, il y a le soleil et la lune, on ne va pas tricher. Il y a la nuit et le jour. Et en fait, les traditions, elles sont basées sur les lois de la nature. La nuit, le jour, le soleil, la lune, tout ça est logique. Et donc le féminin, masculin, le yin, le yang, l'électricité mâle, féminine, comme une prise électrique, l'électricité elle est produite par, effectivement, il faut bien la partie mâle et la partie féminine, quoi. C'est le principe en fait, des lois de l'univers, effectivement. Donc je pars de ça. En fait, ça, c'est le principe de base en accord avec les lois de l'univers, je dirais. Et donc ça veut dire qu'à partir de ce que tu viens de dire là, et pour partir sur la seconde partie de la question, selon toi, le couple moderne va être affecté par toutes les vicissitudes, je dirais, du monde moderne dans sa vision plus globale, c'est-à-dire l'individualisme effréné, donc quelque part une forme de narcissisme qui va avoir un impact direct sur le couple et donc la prise en considération de l'autre dans la différence. Alors voilà, parce que en fait, ce monde moderne, on est toujours obligé de se référer aux grandes lois de l'univers, même dans la tradition célèbre du christianisme, de toute la mémoire humaine, on se rappelle les 4 âges de l'humanité, c'est-à-dire l'âge d'or, l'âge d'argent, l'âge de bronze et l'âge de fer. Et au départ, dans l'âge d'or, tous les êtres avaient une sorte d'unité en eux, c'est-à-dire chacun fait un avec l'autre. Dans l'âge d'argent, il y a une facilité de communication. Dans l'âge de bronze, il faut des luttes, il faut de l'héroïsme. Et dans l'âge de fer, il n'y a plus de lumière et on confond tout, le féminin et le masculin. Or, on est maintenant dans ce fameux monde moderne où, effectivement, les principes sont un peu perdus. Par les principes, on va dire, de la nature, tout simplement, n'existent plus. On n'a plus tellement de références. Donc les références, même, on va dire, les lois, ne sont plus tellement en relation avec l'humanité des gens. C'est devenu des codes. Donc on finit par se perdre au niveau des références. Quelles sont les lois? Quelles sont les règles? On ne sait plus. Les règles sont devenues des codes que les gens ont installés. Et les codes ne sont pas forcément naturels. Donc comment retrouver les règles du féminin masculin quand il n'y a plus de référence aux lois de la nature, mais seulement à des codes? Alors là, on est dans ce problème de ce monde moderne, où là, c'est un peu ce que le groupe finit par installer à travers des modes qui deviennent des genres. Alors, c'est les fameuses théories du genre, etc. Mais donc, cela veut dire que, globalement, ce sont finalement, comme tu dis toi-même, ce manque de référence. Alors, quand tu parles de référence ici, me semble-t-il, tu fais référence à des normes qui seraient peut-être soit des révélations, soit des voies qui nous ont été enseignées par des maîtres spirituels ou par des sages. Et à partir du moment où ces éléments, enfin en tout cas ces cadres extérieurs dans une certaine mesure disparaissent, c'est le désir individuel dans tout son égocentrisme qui devient finalement le baromètre de jugement du tout. Alors, dans cette perspective, on peut comprendre que les couples peuvent difficilement tenir. Alors, on revient à cette histoire de qu'est-ce que le couple dans le monde moderne, effectivement, et comment les gens se choisissent et comment les gens tiennent.
il n'y a plus de référence, donc il y a une sorte d'accord qui se fait, un deal. It's a deal, on dit. Ils font un deal entre eux, ils font un marchandage et un accord, mais qui est basé sur quoi? Très souvent, une sorte de compréhension, un accord quelquefois matériel, malheureusement, simplement pour des raisons matérielles, ou alors à un certain moment, il y a une compréhension, s'il y a une entente au niveau du cœur, c'est-à-dire émotionnelle déjà, et plus que ça, on va dire le sentiment de communion, parce que l'amour n'est pas que l'émotionnel, c'est effectivement ce sentiment de communion par lequel on a envie de faire un, et ensuite, normalement, descend la partie sexuelle, c'est-à-dire qu'une fois qu'il y a eu la compréhension, l'accord du cœur, là, normalement, le besoin physique de l'union se fait, arrive là-dessus assez naturellement. Donc ça, c'est si les trois parties, cerveau, cœur et sexe, conviennent, une sorte de, finalement, accord général de trois parties de l'être humain qui fonctionnent ensemble. Là, dans ce cas-là, il y a une vraie possibilité d'union, et dans ce cas-là, la notion à ce moment-là de mariage, parce qu'il faut quand même appeler les choses par le nom, le couple normalement, dans une voie traditionnelle, il pense à se marier, et là, c'est quand même l'idée de protéger cette présence de la communion de deux êtres dans un espace où il y a une protection. C'est l'espace du mariage qui s'installe avec le côté sacré qui peut avoir lieu et la permanence de cette union, protéger finalement cette permanence de l'union. Là, ça s'appelle comme ça. Mais très souvent, ça ne tient pas quand il n'y a pas effectivement cette harmonie complète et que les gens n'ont pas compris qu'il s'agissait d'avoir cette sorte d'harmonie complète, c'est-à-dire le cerveau, le cœur, finalement le corps. C'est ça. Donc, ce que tu es en train de dire ici sous-entend, d'une manière sous-jacente, que la dimension spirituelle dans le choix d'un partenaire est centrale, selon toi, alors. Alors, je pense que, oui, c'est ce qu'on appelle, alors, la tradition soufie, on appelle al-hubbu fillah, l'amour en Dieu. Là, c'est extrêmement important parce que, au fond, cette petite flamme qui commence à un certain moment entre deux êtres, est-ce qu'elle va tenir? Est-ce qu'elle va grandir ou se mettre en relation avec le tout? Et ça, justement, ça me rappelle la même chose aussi que la rivière. Au fond, au début, l'amour humain, c'est comme une rivière. Mais si la rivière rejoint l'océan, c'est l'amour divin. Et donc il s'agit que la rivière de l'amour humain rejoigne l'océan de l'amour divin. Et si se relie notre part humaine à la part divine, là, évidemment, c'est la merveille. C'est-à-dire que ça donne une stabilité et une ampleur incroyable au couple. C'est pour ça qu'évidemment, je préfère, si c'est possible, pour les gens, de réaliser cette dimension spirituelle, bien qu'à mon avis, dès le départ, c'est donné comme un cadeau divin. Parce que le fait est qu'un homme et une femme qui s'aiment déjà, s'ils s'aiment vraiment, c'est déjà le divin qui est en eux. Justement, ici, tu viens de prononcer une parole qui m'intéresse beaucoup. Tu parles s'ils s'aiment vraiment. Et quelque part, tu fais un lien de corrélation entre l'amour divin et le vraiment, si j'ai bien compris. Et c'est très intéressant. C'est-à-dire, est-ce qu'un amour qui serait ancré sur un simple accord par rapport à des choses mondaines de la vie est de l'amour, selon toi? Alors justement, là, j'ai envie d'utiliser une image qui vient du monde islamique, et puis de la science des lettres, qui est sublime. Et il faut savoir que dans la tradition, que ce soit dans la Kabbale judaïque, que ce soit d'ailleurs dans la tradition chrétienne, mais aussi dans la tradition islamique, chaque lettre a une valeur. Alors par exemple, si on prend Adam, c'est A-D-M. Et c'est donc, en arabe, c'est Alif, Dal, Mim. Il y a 3 lettres. C'est égal à 45. Hawa, qui veut dire Ève, est égal à 15. Quand on additionne chaque lettre. 45 et 15, 60. Mais si on met Adam, Wa, Hawa, c'est-à-dire Adam et Ève, le et étant le Wa, ça fait 66. Et 66, dans la tradition, c'est le nom de Dieu. Donc quand il y a le Wa de Wadoud, c'est-à-dire l'amour finalement, entre Adam et Ève, quelque chose du divin apparaît. Voilà ce que dit la science des lettres. C'est quand même incroyable. Wa qui est en même temps Wasla, qui veut dire l'unité, le lien, et Wa de Wadoud, l'amour.
Donc il y a une sorte de unité qui produit, c'est comme les deux morceaux, comme le symbole, deux morceaux d'un cercle. Et s'ils sont deux morceaux, mais qui finalement ils font un cercle ensemble, ils reconstituent le cœur. En fait, on est deux, on est chacun un morceau qui cherche l'autre partie de lui pour arriver à l'harmonie du cercle. Et si le cercle réussit, qu'il y a une harmonie, c'est la réussite. Et cette harmonie, elle devient divine. Quand c'est un cercle, c'est finalement une figure divine. Évidemment, et donc il est possible de réaliser dans le couple, déjà naturellement, on va dire, cette part du divin, on peut dire même s'il n'était pas croyant, on peut oser dire ça, même si aucun des deux ne croit en quoi que ce soit, s'il y a l'amour, il y a le divin qui est présent. C'est l'amour qui est le divin. Alors une petite question par rapport à cela, et j'aimerais te citer une petite, enfin j'aimerais te raconter une petite histoire rapidement, qui va peut-être nous emmener sur un terrain intéressant, qui est la différence entre une sensation d'amour et l'amour, qui est plus qu'une sensation. Oui, c'est vrai. Prenons par exemple, je te prends le cas de figure de 3 personnes que je connaissais, donc une femme qui était très très matérialiste, une artiste et une femme très spirituelle. La femme matérialiste, le jour où elle a rencontré l'homme qui lui a donné ce qu'elle désirait finalement, c'est-à-dire une vie de confort dans le matérialisme, le jour où elle a rencontré cet homme, la sensation d'amour était vraiment présente. C'est-à-dire, tu sais, tous les symptômes, le cœur qui bat vite, je suis content, j'ai rencontré l'homme de ma vie, l'homme qui incarne finalement ce que je désire dans ma vie. Cette femme tombe amoureuse d'un homme qui finalement représente l'incarnation du sens qu'elle donne à sa vie, qui est plutôt quelque chose de matériel. L'artiste tombe amoureux d'un grand peintre qui était son maître en peinture, et parce que la peinture jouait un grand rôle dans sa vie, la sensation d'amour s'est trouvée incarnée par la rencontre avec ce maître en peinture. Et d'un autre côté, quelqu'un qui partit en Inde rencontre un maître yogi, qui est quelqu'un de très spirituel, et elle rencontre cet homme et elle tombe amoureuse de son maître spirituel parce que pour elle, cette dimension spirituelle était quelque part axiale dans sa vie. Les 3, pour moi, en tout cas en apparence, ont eu la même sensation, la sensation d'amour. Or, les 3 amours ne se valent pas. Dans quelle mesure on peut les distinguer, alors, à ce moment-là? C'est-à-dire que c'est très important comme question parce que, alors c'est un peu simpliste ce que je viens de mettre en avant parce que tous les êtres humains ont plusieurs sens dans leur vie. On n'a pas qu'un sens spirituel et des sens, ou un sens totalement mondain. En général, c'est quelque chose de composite, c'est un mélange de plusieurs choses, mais il y a quelque chose qui est plus dominant dans le sens de notre vie. Dans quelle mesure tu distingues, c'est-à-dire comment est-ce que tu distingues ce type d'amour justement que je viens d'écrire ici? Si, c'est très intéressant comme question, parce qu'effectivement, ça pose la question de discerner qu'est-ce que l'amour, quoi. Oui. Voilà. Et c'est là où on s'aperçoit que l'amour est tout de même une communion. Une communion, alors quand c'est la communion de l'artiste avec son maître, c'est aussi une communion. Quand c'est la communion de l'élève avec son yogi, etc., à chaque fois, il y a une part d'identification qui s'est faite à travers une sorte de communion. Oui. Mais quand la communion est partielle, c'est donc un amour, on va dire, qui est partiel, parce que la communion est partielle. Et c'est quand, en fait, le cercle est complet, dans une sorte de cohérence, que l'amour est plus complet. C'est-à-dire qu'une personne qui réalise avec l'autre la cohérence de sa vie, c'est-à-dire que non seulement ils se comprennent, non seulement les cœurs battent, non seulement l'harmonie sexuelle existe, mais la vie commune, l'orientation spirituelle, tout est mis en place comme un cercle complet. Et en fait, toute la question, c'est de réaliser la totalité de la circonférence comme une sorte de cohérence dans la vie. Et quand il y a une cohérence complète, on peut dire l'amour est plus complet. C'est vraiment le principe de totalisation de la communion, on pourrait dire. Donc il y a des communions partielles et des communions plus totales. Et c'est relié un peu à ça. Ça, c'est un premier point, on pourrait dire. Deuxièmement, évidemment, je crois profondément, à titre personnel, mais là, ce n'est qu'une proposition, que sans l'amour divin, il ne peut pas y avoir de totalisation. Et donc, il y a une sorte de... Parce que communion veut dire quand même un être commun. C'est-à-dire être le même, la sensation de faire un, au fond, comme dans un service spirituel aussi. Je crois profondément que les deux
s'ils veulent réussir leur union, doivent regarder dans la même direction, agir dans la même direction, être au service spirituel dans la même direction. Il faut qu'il y ait un service spirituel commun. S'il n'y a pas ce service spirituel commun, il manque quelque chose à la réalisation. Donc tu veux dire que quelque part le sens existentiel des deux conjoints doit dans une certaine mesure tendre dans la même direction, même s'ils ont des différences notables dans je dirais dans le côté plus pratique de la vie. Voilà. Donc à partir maintenant de tout ce que tu viens de décrire, Philippe, et tu as quand même beaucoup d'expérience dans, pas nécessairement la gestion de couple, parce que tu n'es pas un thérapeute de couple, mais avec ton expérience spirituelle, tu as quand même suivi beaucoup de couples. Oui. Sur cette base-là, comment est-ce que une personne, en tout cas, quels seraient tes conseils vis-à-vis d'une personne pour choisir son partenaire? Voilà. À mon avis, la première des choses est toujours la compréhension mutuelle. Il y a plusieurs, on va dire, chemins d'union. La question étant l'union, finalement. En fait, ce que l'on cherche, c'est tout de même une union harmonieuse. On disait tout à l'heure que, au fond, la réalisation d'un amour stable, parce qu'il y a aussi la durée dans le temps, quelque chose qui dure, qui tient. Parce que c'est une question, ça aussi. Il y a des gens qui ont un amour passager, c'est un coup de foudre, c'est ce qu'on appelle aussi des états, comme en Inde on parle de state of enlightenment, des états d'éveil. C'est la montée de Kundalini, une énergie qui s'ouvre, le vent qui joue avec le rideau, donc d'un seul coup on voit quelque chose, puis le rideau se ferme, ça a été le vent qui a ouvert le rideau, il y a eu une ouverture, on s'est rencontrés, on s'est connus et on est parti. Voilà. Malheureusement, il y a beaucoup de cas comme ça. Alors on parle maintenant de l'amour qu'on voudrait permanent. Ce n'est pas le même amour que l'amour qui passe. Ce serait celui qu'on voudrait réaliser avec une sorte de stabilité dans l'esprit, par exemple, de ce qu'on appelle une famille, dans l'esprit de ce qu'on appelle marcher ensemble. Parce que je disais tout à l'heure aussi que ce qui est important, que les couples regardent dans la même direction, c'est comme dans un lieu de prière, que ce soit la mosquée, l'église, il y a une direction. L'édifice sacré par rapport à une maison normale, il a une direction, il a une orientation. Donc dans le couple, qui est la même orientation, c'est extrêmement fondamental. Donc effectivement, le côté spirituel est très important. Ça commence par la compréhension, déjà, se comprendre, d'accord, c'est un premier degré. Ensuite, sentir si effectivement le cœur est présent, est-ce que les âmes vibrent ensemble. Ça devient le degré de la musique, on peut dire, la musique de l'âme, comme des accords. Donc après la compréhension, est-ce qu'il y a des accords vibratoires au niveau de l'âme? Et ensuite, quand même, c'est vrai que le magnétisme des deux est important quand même, effectivement aussi. Mais comme on ne peut pas tester normalement ça, parce qu'officiellement, on doit choisir, par exemple dans la tradition, on se marie avant d'aller au lit. Donc on ne peut pas dire qu'il faut vérifier les 3 points avant. Ça, sinon, je me pose un problème avec les autorités spirituelles. Mais voilà, je sais que dans ce monde moderne, c'est autrement. Mais en fait, déjà, et en plus, c'est dangereux de faire des tests. Il vaudrait mieux effectivement être capable de discerner avant. Donc en fait, le vrai discernement, c'est quand il y a une sensation assez complète d'union. Parce que déjà, s'il y a la pensée et le cœur qui fonctionnent ensemble et qu'on a une sensation d'unité, qu'on a une sensation de faire symbiose, au fond, on se sent vraiment comme une seule âme. C'est un peu ça l'idée. Au début, Adam et Ève étaient d'une seule âme. Après, ils ont été séparés. Et si avec quelqu'un, on se sent un, ça veut dire qu'il y a vraiment quelque chose qui est juste, parce qu'il y a une sensation d'unité, de symbiose, on pourrait dire. Oui, mais donc ça veut dire que ça renvoie un tout petit peu à ce que tu viens de décrire, c'est-à-dire l'amour divin. À partir du moment où c'est divin, la question ici de la temporalité du couple ne se pose guère. C'est-à-dire que ce que tu décris plutôt, ces couples passagers où on passe un moment sympathique ensemble, c'est plutôt moderne comme perspective, puisqu'en fait l'axe central du couple moderne, c'est la réalisation de soi. Et à partir du moment où l'autre ne me convient pas dans la réalisation du moi, je ne vois pas l'intérêt d'être avec quelqu'un. Donc la dimension divine est complètement amputée dans ce couple moderne. Et donc selon toi,
la raison d'être du couple plutôt traditionnel ou qui veut s'inscrire dans la durée, c'est le fait de faire un choix plutôt sur cet axe spirituel qui est la part divine en nous. Oui, c'est-à-dire, évidemment, certaines personnes... Mais s'ils n'ont pas cette part en elles, s'ils n'ont pas cette part en eux, oui. Non, mais il y a des personnes qui peuvent ne pas avoir de chemin spirituel. C'est ça. Donc à ce moment-là, pour cela, les gens qui ont des religions ou des traditions, on peut leur donner des conseils en relation avec des références. Mais ceux qui n'ont, la plupart du temps, malheureusement beaucoup, n'ont pas de référence, il faut déjà revenir à quelque chose de plus direct, c'est-à-dire ce sentiment de communion quand même. Parce que ce sentiment de communion, ça veut dire communion. Et c'est la véritable connaissance, même chez Aristote, c'est devenir un avec ce que l'on connaît. Donc si on veut connaître l'autre et si on veut se connaître profondément, c'est devenir un. Moi je trouve très important, c'est une image que je donne souvent, est-ce que cet amour est constructible ou pas? Admettons que vous trouvez un beau terrain, comme ce terrain est beau, l'espace est très beau, l'endroit est très beau, oui mais monsieur, c'est un terrain non constructible, alors vous ne pouvez pas construire. Donc il y a deux choses à voir. Premièrement, est-ce que cette union existe? Deuxièmement, est-ce qu'elle est constructible? Constructible pour durer. Parce qu'il y a aussi l'histoire des trois petits cochons. Il y en a un qui fait sa maison en paille, alors le loup souffle facilement. L'autre, il fait en petit bois et le loup, il arrive aussi à faire tomber. Et celui qui a créé sa maison solide, le loup ne la fait pas tomber. Cette histoire est assez amusante. Parce qu'effectivement, qu'est-ce qu'on va construire? Est-ce qu'on va faire du stable? Ou est-ce qu'on fait de quelque chose qui est de la paille? Donc, comment on construit son amour aussi? Le problème avec ce que tu viens de dire, si je peux me permettre, et peut-être ça va nous faire rebondir sur un autre sujet, c'est qu'à partir du moment où, comme tu l'as très bien dit toi-même, s'il n'y a plus de cadre de référence, puisque le cadre de référence est évacué au nom de l'individu, le cadre de référence devient l'individu, et donc quelque part, par extension, son désir. On est sur un terrain extrêmement instable, parce qu'un désir, par définition, est fluctuant, malléable. Alors c'est pour ça que, à titre personnel, moi, quand j'ai vu ma femme, j'ai dit, est-ce que tu veux t'engager profondément ou seulement jouer? Parce que moi, je veux m'engager. Elle m'a dit, ça tombe bien, moi aussi. C'est-à-dire, en fait, il faut tester et presque pousser la question, mais pas simplement dans une conversation qui peut être un jeu. Essayer de sentir profondément si l'autre est prête à s'engager. Et s'engager, c'est pas n'importe quoi. La notion d'engagement, jusqu'où on va dans l'engagement, c'est intéressant. Dans beaucoup de choses, c'est ça aussi. Même dans l'entreprise, les gens maintenant, certains qui embauchent, essayent de vérifier si la personne va s'engager profondément ou il va rester quelqu'un qui vient et qui s'en va. Cette notion d'engagement qui est au fond, reliée à l'intention du couple. Pourquoi tu veux être avec moi? Quelle est ton intention? Et l'intention, est-ce que c'est t'engager pour construire ou l'intention c'est juste pour jouer, ou alors tu as besoin d'argent, ou alors tu as besoin d'être calmé, ou tu as besoin d'être guéri, parce qu'il y en a, ils ont des problèmes effectivement de manque, je veux dire psychologique, ou des tristesses, ou d'abandon, et ils ont besoin de trouver quelqu'un qui leur correspond. Et j'ai vu beaucoup de couples qui font un deal sur la guérison du cœur. Mais ça peut vraiment ne pas suffire. On peut comprendre, bien sûr, qu'ils aient besoin d'être ensemble, se guérir, mais ça ne suffit pas, disons. C'est quelquefois un pas que d'ailleurs le plan divin organise exprès pour que deux êtres se rencontrent et se retrouvent avec des besoins communs, mais ça ne suffit pas. Il faut voir ensuite jusqu'où, quand on choisit son partenaire, parce que c'est la question, jusqu'où est l'intention du partenaire, si vraiment il a décidé de construire et de s'engager ou pas. Mais peut-être que ici, la notion d'engagement que tu es en train de décrire renvoie à l'idée, c'est une question en même temps que je te pose, est-ce que la notion d'engagement ici ne serait pas finalement ce qu'on pourrait appeler les devoirs et les responsabilités vis-à-vis de l'autre? Je m'explique. Dans une perspective moderne, je veux m'engager avec toi, mais sans devoir et sans responsabilité pour passer des bons moments avec toi. Et tant que ces bons moments durent, le couple dure. J'ai pas trop envie, si tu veux, d'avoir des devoirs et des responsabilités, éventuellement, si ce n'est l'exclusivité, ça veut dire le couple monogame qui lui est plutôt normatif. Mais par contre, la notion de devoir et de responsabilité est amputée. Est-ce que l'engagement ici peut être corrélé aux devoirs et responsabilités l'un vis-à-vis de l'autre? Oui. En fait, effectivement, le mot responsable est quand même très important aussi. C'est vrai, c'est d'ailleurs
Dans le mariage, même le maire, il demande est-ce que vous acceptez pour le meilleur et pour le pire, etc. L'idée, dès le départ, devrait être ça. Et effectivement, ça fait partie de ce qu'il faut vérifier quand on pose la question, quand on discute avec celui qui est un partenaire potentiel, si effectivement il y a cet esprit de partage, à la fois des devoirs et des responsabilités. Ce n'est pas que pour le meilleur, c'est aussi pour le pire, comme on dit, pour le meilleur et pour le pire, donc il y a les deux aspects. Oui, mais c'est-à-dire qu'on a peut-être déjà parlé du monde moderne. Le monde moderne, il est caractérisé essentiellement par un individu ceinturé que par des droits. C'est-à-dire qu'on le voit d'ailleurs même pas dans le couple, on le voit dans toute la société, dans la manière dont les syndicats s'organisent. On a acquis ces droits, ce sont nos droits, j'ai mes droits, tout le monde parle de droits, plus personne parle de devoirs. Et c'est tout à fait normal que si on est dans une société où l'individu est central et il est ceinturé que par des droits, la notion de devoir va lui être extrêmement étrangère. Et donc si on transpose ça dans le couple, ça pose un problème dans l'engagement. Ça devient plus des partenariats. Voilà. Et c'est pour ça que là, le choix est important, parce que même si, on va dire, 90% des gens ne veulent que des droits sans devoir, il y a quand même un pourcentage de gens qui peuvent comprendre qu'il y a des responsabilités et des devoirs. Donc, sachons trouver ceux qui sont effectivement capables d'avoir cette notion de devoir et de responsabilité en même temps que de droit. C'est cela. Et c'est ce que j'appelle l'amour qui construit, ça d'ailleurs. D'accord. Ce que j'appelle l'amour qui construit, c'est-à-dire on construit ensemble. Ensemble, avec nos devoirs et nos responsabilités. C'est très très intéressant ce que tu dis, et ça me fera rebondir sur la dernière question, l'idée de la construction. Si à un moment donné, tu parles d'idée de construction, il faudrait qu'on puisse parler maintenant de la question de quels seraient les pires ennemis de cette construction, et donc en l'occurrence du couple. Dans une société où les individus sont centrés sur eux-mêmes et n'ont pas beaucoup de devoirs et de responsabilités, et donc quelque part cet ego qui devient finalement central, comment construire? C'est-à-dire, est-ce que le pire ennemi du couple ne serait pas finalement cet ego? Alors je dirais que oui, l'ego forcément l'est, mais il y a quelque chose encore pire qui existe très couramment dans notre société, c'est le manque de communication. Parce que le manque de communication, d'ailleurs entre autres l'ego provoque ça, parce que l'ego est un voile sur le cœur qui empêche donc la communication, mais on peut surmonter, gérer son ego, puisqu'on l'a dit, l'ego est un cheval qu'on peut un petit peu maîtriser quelquefois de chaque côté, chacun maîtrise son cheval, et donc on peut arriver à chevaucher dans la même direction, chacun en chevauchant, si on chevauche chacun son cheval, c'est-à-dire on contrôle son ego, on peut encore aller dans la même direction. Mais s'il n'y a plus de communication, on n'a même pas décidé qu'on allait chevaucher ensemble et qu'on n'a même pas décidé d'aller dans la même direction, alors c'est vraiment le pire. Je crois que le pire est le manque de communication finalement. Je crois que c'est ça le plus grand ennemi, le manque de communication, qu'on puisse plus, ou qu'on perde l'espoir de communiquer ou de se comprendre. Tant qu'il y a une possibilité de se comprendre et de communiquer, il reste toujours quelque chose. Sauf que, encore, à condition qu'effectivement, on ait une prédisposition, parce que comme on l'a dit, on est comme deux morceaux d'un symbole. Un symbolo, c'est deux morceaux d'un puzzle qui doivent s'emboîter. Et donc, en fait, les gens qui se retrouvent et qui s'entendent, c'était quand même deux personnes qui avaient une prédisposition à s'unifier. C'est-à-dire que deux morceaux d'un puzzle qui s'emboîtent parfaitement parce que c'était prévu au ciel. Il y avait une prédisposition que chacun a repéré. Tiens, on a une prédisposition qui fait qu'on fait un ensemble. À ce moment-là, oui. Et s'il y a cette prédisposition, alors ça va fonctionner. Mais s'il n'y a pas cette prédisposition, pendant un certain temps, ça s'emboîte en grinçant, et puis un jour ça grince trop et on se sépare. Donc là, il y a ces fameuses séparations qui font que, en fait, beaucoup de couples se sont trompés dans leur choix. Je sais que c'est très difficile à dire, ou effectivement, comme tu l'as dit tout à l'heure, quand il n'y a plus de devoirs et d'obligations, ils estiment qu'ils n'ont pas, par exemple, d'obligation de fidélité, de continuité, de construction. Ils voient le couple comme quelque chose de léger. À ce moment-là, effectivement, c'est aussi un ennemi dès le départ, le fait qu'il n'y a pas de devoir, pas de responsabilité, pas d'engagement, pas de fidélité. Donc ça conduit à toutes les possibilités de séparation et de rupture. Voilà. Et c'est même pas une histoire de morale, parce que les gens vont me dire, mais oui, est-ce que vous êtes moraliste? Nous, on aime se rencontrer, pourquoi pas vivre, etc. Ok, les gens peuvent vivre, faire leur expérience, mais à la fin,
qu'est-ce qui en reste? Il reste une sensation de quelque chose qu'on a goûté, qui est parti, une nostalgie. On n'a pas vécu une profondeur dans l'intimité. Car ce que j'aime dans le couple, c'est quand il y a ce que j'appelle la profondeur de l'intime, une complicité profonde qui vient avec le temps, une patine, quelque chose qui ne peut pas être réussi en un an, en quelques mois. Il faut la profondeur de la relation qui s'est très longtemps connue, approfondie et qui a créé cette sorte d'intimité profonde qui ne peut être donnée que par le couple qui a travaillé ensemble, qui a vécu ensemble, qui s'est patiné ensemble. Et ça, c'est quelque chose d'unique. On voit quelquefois des personnes âgées, c'est tellement beau de les voir et on a senti qu'ils ont vécu toute une vie ensemble et j'ai une sorte d'articulation très belle parce qu'il y a eu cette complicité qui a duré, qui a tenu dans le temps. Un peu comme, je sais, une vieille maison patinée, elle est plus belle qu'une maison toute moderne. Il y a un peu de ça. Et réaliser dans le couple cette sorte de continuité qui va vers l'intimité profonde, ça c'est magnifique. Mais si je peux me permettre, ici, peut-être qu'on pourrait un peu développer cela. Comment veux-tu qu'il y ait une communication si justement il n'y a pas cette idée d'union au préalable? C'est-à-dire l'idée d'union dont tu parles est justement l'antithèse de l'ego. Parce que l'ego ne te voit plus dans une logique d'union, il te voit comme toi étant le centre. Donc à partir du moment où quelqu'un se voit le centre et qu'il n'y a aucune forme de perspective de remise en question peut-être de nos propres erreurs ou de nos propres fautes, comment peut-on s'unir ou communiquer? C'est-à-dire, est-ce que finalement ici la communication est possible? Alors j'ai remarqué que quand il y a ce problème-là dans un couple qui ne trouve pas tout à fait leur juste place dans leur relation, quelquefois un enfant fait apparaître une articulation entre les deux parce que justement l'enfant devient le centre. D'accord. C'est plus lui ou moi, c'est l'enfant. Et là, il y a une sorte d'accord commun sur l'enfant. Et donc ça, c'est le cadeau divin aussi, magnifique, que Dieu fait, qu'il y a des enfants qui apparaissent dans le couple. Et là, c'est sublime parce que l'enfant amène quelque chose qui solidifie le couple, enfin, au sens positif du terme, qui stabilise le couple par l'enfant. Ah donc, c'est aussi ça. C'est quand même l'enfant qui peut être, à un certain moment, la réponse contre l'égoïsme. Parce qu'en fait, l'ego, c'est justement l'égoïsme. On est égotique, égoïste, et dès qu'il y a l'enfant, on ne peut plus être tout à fait égoïste. Et donc là, c'est encore un cadeau divin qui permet que, quand il y a une sorte de statut d'égoïsme, il est possible que l'enfant apporte une réponse différente et change. Et j'ai vu ça beaucoup de fois. Mais, bien sûr, ça pourrait être aussi un autre enfant que physique, ça pourrait être une œuvre commune. Donc un enfant commun qui serait une œuvre commune encore, quelque chose qu'on leur fait en commun et qui redonnerait, changerait la fixation de moi ou toi, je suis le centre, tu es le centre, sur quelque chose que l'on fait en commun. Donc faire quelque chose en commun, et on rejoint ce que j'avais dit tout à l'heure, cette sorte de service spirituel ou service commun dans une même direction, et en tout cas une œuvre commune. Ça, faire une œuvre commune, c'est magnifique dans un couple. Merci beaucoup pour cet entretien, Philippe.